à toutes et à tous. Bonjour Monsieur Jarfi, Hassan, bonjour. Nous sommes très heureux et nous sommes touchés, vraiment, de pouvoir vous accueillir dans les locaux du CEREC pour ce moment de rencontre, de dialogue que nous partageons avec, Jen l'a dit, un petit public en présentiel et un public via écran interposé, en souhaitant bien sûr que toutes ces mesures puissent s'arrêter le plus vite possible et qu'on puisse se revoir en grand nombre ensemble. Très brièvement, je voudrais quand même vous préciser avant de commencer le cadre de notre rencontre d'aujourd'hui qui prend place en fait dans un projet beaucoup plus vaste, regroupant un ensemble de partenaires que je vais vous inviter à aller découvrir sur notre site quand on annonce la multiplicité d'animations qui prend lieu et place dans un projet en fait qui a vu le jour à partir de l'exposition Mosaïque, une exposition photo qui est encore visible jusque samedi 27 février. Véronique ici présente pourra nous en parler tout à l'heure. Titre éponyme en fait d'un ouvrage aussi, Mosaïque, qui a été édité en octobre 2020, qui reprend toutes les photos d'un collectif de photographes, de visu, dont font partie Viviane Stevens, Bénédicte Thomas et Véronique Vercheval, qui est ici présente. Et Véronique, c'est toi qui as photographié Monsieur Hassan Jarfi lors d'un atelier Parlons clichés, parlons jeunes musulmans, qui était organisé notamment par le délégué général aux droits de l'enfant, Bernard De Vos, à Bruxelles en 2019. C'est bien ça, Monsieur Jarfi, Hassan? Exactement. Voilà. Ouais. Alors voilà, cette petite intro. Vous rappelez aussi que le livre dont nous allons parler forcément aujourd'hui, le livre d'Hassan Jarfi, est disponible via notre site, via notre adresse mail, via un contact téléphonique. Donc on a plusieurs exemplaires ici. Je peux, voilà, c'est ce livre, mais ils sont de l'autre côté aussi. Et donc disponible au prix de 22 €, je pense. Voilà. Et on expliquera, je voudrais rassurer l'ensemble du public, on terminera cet entretien par une actualisation de tout ce projet et donc votre combat, les actions menées jusqu'ici, avec plusieurs choses qui sont en route. Voilà. Alors avant de vous laisser la parole, Monsieur Jarfi, et avant de vous laisser vous présenter tout seul, évidemment, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, je voudrais rappeler que votre témoignage d'aujourd'hui et qui prend aussi tout votre livre est un parmi plusieurs témoignages. Ça fait partie d'une longue route que vous avez entreprise depuis 2012 et après 2012. Vous nous relirez un peu tout ça. L'écriture de votre livre, qui s'intitule Hassan Jarfi, le couloir du deuil, a été réédité en août 2020 avec une deuxième partie qui n'apparaissait pas dans sa première édition et qui reprend le procès, le récit, votre récit du procès des 4 assassins de votre fils. Nous aurons l'occasion d'aboutir, on l'a dit, sur des actions et quelque chose de plus dynamique et de plus actif, mais nous sommes là aussi pour retracer un peu tout votre parcours que vous racontez dans votre livre. Alors avant, je voudrais aussi dire que c'est Édouard Delruel, philosophe belge bien connu, qui est professeur de philosophie à l'Université de Liège, qui préface votre livre et qui en dit que c'est un tombeau pour votre fils, ce livre, en précisant évidemment qu'en littérature, le tombeau désigne un poème en hommage à un défunt. Il dit aussi de votre livre que c'est un livre de douleur, de douceur, de colère, de dialogue, et que c'est une méditation sur ce qui nous échappe. J'ai trouvé ça très juste. La douleur, on s'en doute, la douleur de la mort d'un fils dans des conditions atroces, la douleur d'un exil sans fin, dit-il, Édouard Delruel, dont Hassan est l'origine et l'horizon. Un livre de douceur, de vivre, de penser, de rêver, la raison sensible de la tradition soufie sous-jacente tout au long, la poésie avec des oiseaux partout présents, dit Édouard Delruel. Un livre de colère, mais sans haine. Un livre de dialogue, dialogue des cultures aussi, entre cultures berbères et arabes, marocaines, européennes, entre islam et judaïsme, entre islam et modernité. Un islam d'Europe, démocratique et respectueux de toutes et de tous, y compris des personnes homosexuelles. C'est possible, c'est en marche, même si, rappelle-t-il, l'islamophobie est partout en Europe. Et une méditation aussi, une invitation à méditer ce qui nous échappe, puisque vous relatez l'homosexualité qui questionne les musulmans que vous êtes aussi. Je voudrais vous citer, j'ai eu votre accord pour vous citer de temps en temps, donc je vais parcourir de temps en temps un extrait, un tout court extrait
Vous dites à la page 37 de votre livre, « Ma tolérance, ma religion, le fait que je sois papa d'un garçon gay me pousse à agir. Je suis en colère. Issam ne me sera pas rendu. Alors, je dois maîtriser cette colère et l'orienter positivement. » Je vous laisse vous présenter. On peut rebondir quand on veut. Malheureusement, ce ne sera pas les occasions qui vont manquer. Si je suis ici, c'est bien sûr pour parler, non pas de moi, vous en doutez bien, mais c'est pour parler de mon fils qui a été assassiné. Et que moi, je n'ai rien à voir dans cette histoire-là, sauf que je suis le papa de mon fils et que c'est la chair de ma chair qui a été assassinée. Donc, je suis un père désenfanté, et quand on est un père désenfanté, c'est un corps qui vit sans tête. Malgré qu'on a plusieurs enfants, il ne suffit qu'un seul vous manque et vous vous trouvez sans personne. Les autres existent toujours, mais il suffit qu'un manque, qu'un seul manque, et vous vous sentez sans enfant du tout. Bien sûr, cela s'est passé en 2012, mais cela se passe encore aujourd'hui. La preuve, je suis là pour en parler, et je serai toujours là tant que je serai vivant pour en parler, parce que c'est une douleur qui n'arrivera jamais à se cicatriser, ne serait-ce que par le fait que nous sommes vivants. Il n'est pas nécessaire d'avoir un crime homophobe quelque part pour dire tiens, de notre côté revient. Non, parce que vous êtes là chaque jour, vous voyez bien où il s'est assis, ce qu'il faisait quand il rentrait dans la maison. Quand tout le monde est là, ben, on ne peut pas dire tout le monde est là, on va dire tout le monde est là, sauf Issam qui n'est pas là. Les fêtes ne sont plus les fêtes, les réunions ne sont plus les réunions, donc vous vivez cela au quotidien. Et après cette mort-là, cet assassinat-là, vous vous effacez, vous n'existez plus, et vous devenez le père de l'enfant assassiné. Alors il faudrait bien sûr être courageux et avoir assez de force pour pouvoir lever ce poids qui devient parfois l'étendard, parfois il devient une croix, parfois il devient ce qu'on veut, mais ce n'est pas agréable toujours. On essaie juste de montrer le côté positif, parce que c'est ce côté positif qui sera un petit peu le mouvement d'un démarrage qui a été initié par un souvenir, par un soupir, par un mot, par un vêtement, par la vue de quelqu'un, par la rue, par la vie de tous les jours. Je ne sais pas comment je peux me présenter sans parler de lui. Je pense que c'est pas possible, effectivement. Voilà. Est-ce qu'on peut parler un peu d'Issam, justement? Oui, d'abord ça. Je voulais qu'on fasse un peu connaissance avec lui, puisque tout démarre de lui, de son assassinat, et donc partager avec vous, alors vous me pardonnerez, mais le temps que je retrouve les bonnes pages à chaque fois, de gros extraits. Dans le jardin de notre maison, Issam s'occupe de tout. Il peut travailler 3 jours durant sans se plaindre ni se fatiguer. Je le revois travailler, mince, mais musclé, résistant et bravant tous les dangers. Il souhaite se dépasser, aller de l'avant, de mieux en mieux et toujours plus. Cependant, à le regarder travailler, évoluer, grandir, des questions se sont posées. D'où vient cette féminité étrange, étrangère à son corps? Il est comme ça depuis sa naissance. Il n'a pas choisi ce trait de caractère ni cette orientation sexuelle. Mais pourquoi devrais-je m'occuper de cela tant qu'il ne m'en parle pas? Si je devais réfléchir comme ma mère, j'aurais dit qu'il est possédé par un esprit femelle, un djinn. Un djinn musulman? Puisqu'il est musulman, mon enfant, et un très bon musulman. Et si cet esprit femelle est musulman, peut-il prendre un corps qui n'est pas le sien? D'autres petits extraits. Issam était le meilleur des fils. Il était altruiste, respectueux des autres. Peut-être vous voulez intervenir avant que je lise d'autres extraits? Un djinn musulman, évidemment, il s'agit de l'imaginaire arabo-musulman. Si j'étais chez moi, je ne parlerais pas d'un djinn, je parlerais
autre chose. Si j'étais chrétien, je parlerais d'autre chose. Mais dans notre imaginaire arabo-musulman, les djinns existent, parmi eux il y a des musulmans et d'autres ne le sont pas. Et alors, selon la conception de ma mère, mon fils est habitué par une femme qui prend possession de son corps, et puisqu'on djinn, ça veut dire invisible. Au sens littéral du terme, ça veut dire ce qu'on ne voit pas. Donc tout ce qui est invisible devient djinn, tout ce qui est invisible, actif, devient djinn, jusqu'au jour où on découvre ce que c'est. Donc lui, comme la gestuelle était féminisée, comme cela semble en contradiction avec ce que nous voyons, ma mère disait qu'il est possédé par Aïcha. Aïcha, dans l'imaginaire arabo-musulman, c'est un esprit qui vient habiter plusieurs corps en même temps, qui prend possession de ces corps-là, et qui fait ce qu'il veut d'eux. Certains rentrent en transe, d'autres deviennent des voyants, d'autres ils ont des qualités surnaturelles, d'autres ils deviennent un petit peu des marginalisés de la société, qui ne sont irresponsables. Et parfois, elle prend le corps d'une femme qui devient un homme, mais alors à ce moment-là, c'est pas Aïcha, c'est quelqu'un d'autre. J'essaie de trouver le nom. Se trouve à Meknès, près de Meknès. Ça doit être Shamharouch. Shamharouch, c'est une grotte qui est aujourd'hui visitée par la plupart une grande majorité de personnes gays qui se rendent là dans un musulman. Et il reste là pendant 3 ou 4 jours. Mais ça se passe dans une grotte. Bref, c'est un petit peu une croyance parallèle à la croyance dans la vie musulmane. Donc ma mère disait qu'elle était possédée par Aïcha, et Aïcha donc prend possession de son corps et elle fait de lui qu'il est une femme. Mais évidemment, Aïcha, lui, il n'était pas au courant de toutes ces choses-là. Il vivait, comme il avait envie de vivre. Sa gestuelle, il ne la contrôlait pas, comme moi, je ne contrôle pas la gestuelle d'accord. Il ne se tracassait pas du tout, et ce sont justement des réactions des autres qui faisaient qu'il devait absolument s'arrêter de faire ce qu'il voulait faire. Si moi je pouvais prendre ce verre-là et aller votre regard, je suis fusillé, j'arrête tout de suite. C'est comme ça qu'il a commencé à rencontrer des obstacles dans son développement, si bien qu'à un certain moment, il ne faisait plus rien. Vers l'âge de 12-13 ans, il était assis quand tout le monde est en train de bouger, quand tout le monde est en train de jouer. Lui, il vient toujours se cacher derrière quelqu'un d'autre, un de ses frères, et s'éteindre. S'éteindre comme une lampe qu'on a éteinte. Il est là sans être là. Mais moi, je ne pensais pas à toutes ces choses-là. C'est un petit peu ma culpabilité. On y reviendra sans doute. On peut continuer à faire connaissance aussi avec Issam parmi d'autres extraits, vous voulez bien? Oui. Comme je disais, il était le meilleur du fils, il était altruiste, respectueux des autres. Il était aussi courageux, bosseur, et rien ne le faisait reculer. Il a travaillé longtemps à Bruxelles en prenant le train de 7 h du matin et revenant chez lui après 21 h. Hicham le respectait. Il respectait sa maman également et avait de l'estime pour les personnes âgées comme ma mère. Il aimait ses frères et sœurs et les aidait, était à leur écoute, courageux et optimiste. Il s'impliquait dans son travail, ce qui a fait de lui un être aimable et respectueux de ses collègues à travers les différentes missions qu'il a accomplies. Issam aurait été certainement un bon père de famille. Il avait d'excellents liens avec ses neveux et nièces, et en particulier avec sa filleule Shadi. Sa maman occupait une place particulière dans son cœur. Il était aux petits soins pour elle. Il faisait toujours attention à sa façon de s'habiller. Issam, comme ses frères et sœurs, a été éduqué dans l'amour, la tolérance et l'esprit critique. Musulman, il était comme tous les autres musulmans, peut-être avec moins de visibilité, compte tenu de son teint européen. Voilà, quelques extraits pour faire un peu connaissance avec Issam. Je ne sais pas si vous voulez compléter.
Et ça, donc, il avait toujours cette performance qu'il voulait toujours réaliser, mais je pense que cela, c'était pas recherché. Quand il arrivait à la maison et que la vaisselle n'était pas faite, ben, il dit alors Nancy, c'est sa maman, alors Nancy, on devient fainéante, et puis alors il attaque la vaisselle. Quand le jardin n'est pas tendu, ben c'est lui. Il va tailler la haie, il va faire le jardin, il passe 3 jours plein de transpiration. Or, moi, je suis incapable de travailler 1 heure dans le jardin. Je suis allergique au pollen, donc dès qu'il y a la moindre odeur du gazon, je suis donc étranglé et asphyxié. Je ne sais plus rien faire. Et lui, je ne sais pas où il va chercher cette force-là. Une énergie. Il a une énergie, et quand on le voit, je crois qu'il peut 44-45 kilos. Il est tout mince. On dirait qu'il est désossé, qu'il se plie dans le sol. Mais, je vous assure, c'est pour moi, non pas seulement parce que je suis son père, mais c'est quelqu'un qui était tellement positif sur tout, aussi bien l'amour des autres, l'amour des animaux, l'amour de la vie, l'amour de sa maman, l'amour de sa famille. Allez, qu'est-ce que c'est un ange alors? C'est beau. Un beau souvenir qui est là présent. On vous a enlevé. Vous dites aussi, Ihsan était un modèle du respect des traditions et des valeurs de l'islam. Aujourd'hui, il est entre les mains de celui qui l'a créé. Il a été assassiné cruellement. Si vous avez dans votre cœur le moindre gramme d'amour pour Dieu, pour le genre humain, ayez le courage et la bonté de prier pour lui, ou d'avoir une pensée positive pour lui, et pour tous ceux qui sont différents de vous, et demandez que la justice soit faite. Voilà, une porte d'entrée, si vous le souhaitez ou non, au récit qui parcourt aussi votre livre évidemment, c'est l'événement qui s'est passé. On peut être bref là-dessus, ne pas en parler, c'est comme vous souhaitez. Non, je crois qu'il faut prendre le droit par les corps, mais arrêter de se réfugier derrière une chose ou une autre. Non, il faut... On parle de manière crue et cruelle. Voilà, donc peut-être relater, je peux le faire, vous le faites. Je vous laisse l'avantage de commencer. Le privilège de commencer. Simplement, brièvement, oui, puisqu'on va aller vers du positif par la suite. Et puis, votre livre, je le rappelle, évoque aussi vos racines, vos valeurs, votre voyage du Maroc à la Belgique. Je voudrais aussi qu'on puisse consacrer une petite partie à ce récit-là. Donc ici, rappeler au public que Ihsan a été donc assassiné en 2012. Ça s'est passé le jour de la disparition, en tout cas, s'est passé le jour de l'anniversaire de votre épouse, Nancy, qui était invitée aussi, elle pouvait être là, mais d'autres occupations aussi la retiennent. Une recherche, une angoisse, et puis enfin cette découverte de l'assassinat. Je ne sais pas ce que vous voulez en dire ou pas. Et puis ce procès finalement. Vous expliquez, Nancy devait être là, c'est moi qui lui avais dit, tu viens avec moi demain. Elle m'avait dit non, je dois aller chercher Marwan. Marwan, c'est mon petit-fils qui est à l'école, 5e primaire, et ma fille ne sait pas aller le chercher. Donc elle préfère aller sur ce chemin-là, sachant que mon autre petite fille, elle a la conférence pédagogique, elle a dormi avec nous hier. Donc elle préfère s'occuper des petits-enfants, elle a même pris un jeu pour aller jouer avec eux. Aucun souci. Voilà, et je pense que là où elle se trouve maintenant, elle sera beaucoup plus parce que ma fille est en train de me suivre, donc voilà, c'est sa fille, de sa fille que je parle. Oui. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue, mais en général, si elle était là, elle serait assise derrière, là, dans une chaise, tout en fond, là, parce qu'elle n'aime pas de prendre la parole, mais sa présence est indispensable. Sa présence est indispensable dans tout, parce que c'est sa maman, et je sais qu'elle représentait beaucoup de choses pour lui. Maintenant, revenons au 21 avril 2012,
Je me demande si ce n'était pas un samedi ou quelque chose comme ça. C'est ça. C'est un samedi, oui. Et justement, mon épouse avait dit, ben, on fêtera mon anniversaire demain, comme ça tout le monde sera en congé et tout le monde va venir. Or, il se fait que ce soir-là, Issam était invité dans un bar pour enterrer la jeune fille d'une de ses copines. Et son frère était invité à un mariage marocain à Tongres. Et c'est lui qui devait venir le chercher en voiture. Et comme Issam voyait que son GSM, la batterie de son GSM se déchargeait, il était sorti juste dehors pour dire à son frère, écoute, si tu viens me chercher, rentre à l'intérieur, ne me téléphone pas parce que mon téléphone ne répondra pas. Son frère lui a dit, tu sais bien, dans les mariages marocains, on attend de servir le souper avant de pouvoir partir. Cela ne se fait pas de partir avant d'avoir mangé. Dès que le souper est servi, je viendrai. Mais quand son frère est arrivé, le patron du bar lui a dit, ton frère est déjà parti. Alors il se dit, ok, tranquille, et il rentre chez lui, puisque c'est le lendemain qu'on devait fêter l'anniversaire de il se fait qu'il essaie de joindre son frère, il n'arrive pas. Le lendemain, on appelle Issam parce qu'on ne le voit pas arriver à l'anniversaire de sa maman. D'abord, c'était le répondeur automatique et puis c'était on tombe sur la messagerie directe. Il n'y avait même pas la sonnerie. Et il s'est inquiété, mais le frère venait me dire, écoute, peut-être qu'il se trouve dans un état où il préfère que tu ne le vois pas, il a peut-être bu un verre ou deux, qu'il ne souhaite pas venir, sachant qu'il y avait ma mère, il y avait sa grand-mère maternelle, le compagnon de la maman maternelle. Quand je dis ma mère, c'est l'élément principal dans toutes les réunions familiales. Elle ne parle pas un seul mot de français, mais c'est elle qui parle tout le temps. Et voilà, elle est décédée à l'âge de 98 ans, elle avait quand même du caractère. Elle aimait beaucoup Issam. Parce que dès qu'elle voyait Issam, elle lui dit viens à côté de moi, elle le prenait contre elle, elle le serrait contre elle, passait sa main sur ses cheveux, et Issam ne demandait pas à rien, c'est comme un petit chaton. Et le jour de son enterrement, ma maman était là, elle a assisté à son enterrement, et je pense qu'elle avait pris un coup depuis ce moment-là. Donc Issam n'est pas venu. Moi, 2 jours après, c'était le mardi matin, je reçois un message d'une amie libanaise qui me dit j'ai vu sur Facebook qu'on recherchait Issam Jarfi. Or, les frères, sans m'en parler, avaient déjà déposé une plainte, un avis de recherche pour Issam parce qu'ils ne le voyaient pas arriver, mais sans m'en parler à moi. Je suis d'un caractère, allez, on va dire méditerranéen, un peu dur, j'étais dur. Donc c'est inconcevable qu'Issam ne vienne pas. S'il n'est pas venu, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Et là, j'aurais vite dramatisé la soirée. On ne peut pas fêter l'anniversaire de la maman avec l'absence d'un fils. J'aurais créé un problème et c'est comme ça que les enfants m'ont entouré pour me dire, tu sais comment il est. Hein? Bon, voilà. Sachant qu'Issam n'était pas très fut comme on dit, ben voilà, je me suis dit, ça y est, il a encore exagéré dans la façon, il a vu un peu trop, et il ne peut pas venir droit devant tout le monde, ben, ça va, on va passer l'éponge, mais il se fait que non, personne ne savait le joindre. Et 3 jours après, c'est la police fédérale qui avait pris le dossier en main pour nous dire, écoutez, c'est grave. Non, c'est sérieux. Et dans le langage de la police, le terme sérieux a une terminologie bien précise. Ça veut dire que c'est grave pour nous. Et puis plus tard, on a appris qu'on a retrouvé son corps nu dans une prairie après 10 jours de recherche. Parce que pendant ce temps-là, ma mère qui était rentrée au Maroc, elle a été trouver une voyante, et la voyante lui a dit il se trouve quelque part là, il est vivant, mais s'il n'est pas vivant, moi je ne ferai plus ce métier, et ça nous a encouragés. Alors moi, avec mon épouse, on partait un petit peu à gauche et à droite en criant Issam, c'est papa, c'est maman, on fait ainsi.
dans les endroits abandonnés, dans les voiries. On s'imaginait beaucoup de choses, mais on n'avait rien. Et tout le monde dormait dans la même pièce, les enfants, les petits-enfants, tout le monde était là pour se rassurer les uns les autres, en se disant si jamais il vient, oh là là, qu'est-ce qu'il va ramasser, si jamais il revient. Mais ça veut dire, on espère qu'il va venir. Tout le monde avait peur, mais voilà, on y va toujours. Le titre de votre livre, je rappelle, Issam Jarfi, Le couloir du deuil. Le couloir évoque plusieurs choses. Édouard Delevey, dans sa préface, parle d'un couloir de rêve, d'un couloir de peine et d'un couloir de torture. Vous parlez du couloir de votre maison quand vous avez appris l'assassinat de votre fils. Vous parlez du couloir de lumière qu'un mourant voit au moment de la mort, et puis il se réveille et il parle de ce couloir de lumière. Vous parlez du couloir dans la partie du procès, couloir de la justice. Voilà, le couloir prend beaucoup de signification. Et donc, effectivement, l'annonce de l'assassinat, c'était un long couloir qui s'annonçait devant vous. Vous êtes parvenu à en faire quelque chose de positif, de l'orienter, cette colère, vous l'avez dit, de l'orienter positivement. Ce procès, ensuite, a eu lieu. Combien d'années après? J'aimerais bien revenir sur le couloir. Le livre lui-même, c'est un couloir, puisque c'est dans ce livre-là que j'ai coulé mon deuil, ma tristesse et ma douleur. Le mot couloir ne veut pas dire nécessairement un lieu de passage, mais ça veut dire aussi un endroit où on va couler quelque chose pour lui donner une certaine forme. Donc pour moi, quand on parle du couloir ici, c'est vrai, on peut donner plusieurs sens. D'ailleurs, en arrivant ici, il y a des couloirs. Il y a des couloirs. Partout où on va, il y a des couloirs. Et il faut suivre le couloir pour arriver à la destination. Mais là, pour moi, c'est ce livre-là dans lequel j'ai coulé, on va dire pour écrire, on a couché, les mots sur la page, mais là, j'ai coulé un petit peu ma douleur dans ce livre-là. Et c'est vrai que j'ai toujours été habité par l'idée de l'expérience de la mort rapprochée. Parce que dans le passé, j'avais lu un article de sélection, Reader's Digest, dans lequel j'avais vu qu'un garçon roulait avec son scooter, probablement une Vespa, mais j'imagine une Vespa, je vais vous dire pourquoi. Mais il était aux États-Unis, il n'y a pas de Vespa aux États-Unis, si? Non, c'est rien. Enfin, bref. On va garder l'idée du Vespa. Et il roulait pour rencontrer sa petite copine, parce qu'il avait un rendez-vous avec elle. Il a fait un accident et il est tombé dans le coma. Sa maman, pour le maintenir en vie, et ça a duré 17 ans. Ce coma a duré 17 ans. Il a vendu la maison, il a tout vendu, le papa est mort, etc. pour rester à côté de son fils, et il s'est réveillé. Après 17 années. Alors il me dit, maman, je dois me dépêcher, j'ai rendez-vous avec elle. Il était toujours sur le moment de son rendez-vous. Ça m'avait frappé. Je me suis dit, quand même, on se dépêche parfois d'enterrer les gens. Or, il ne faut quand même pas se dépêcher de les enterrer quand on leur donne un petit peu leur chance. Ça peut durer 17 ans, ça peut durer 18 ans, mais enfin, qu'est-ce que c'est 17 ans à côté d'une vie qu'on peut récupérer? Moi, si on me dit, il y a peut-être une chance d'aller rechercher ton fils Issam, je vendrai tout ce que j'ai, même mes reins, tout ce que j'ai pour aller le sortir. J'espère qu'on arrivera à ça. Bref. Donc, il y avait donc l'expérience de la mort rapprochée avec un livre d'un médecin qui avait parlé de personnes dont l'esprit quittait le corps pour se mettre au-dessus. Il avait une vue aérienne, comme une caméra, vue au-dessus, sur ce qui se passait, et même qu'il y a une paire de sandales qui est jetée sur le toit, paraît-il. Alors, c'est la vie après la mort. C'est un médecin américain qui écrit cela. On peut trouver ces expériences-là. Je ne sais pas quel crédit il faut accorder à tout ça, mais quand on n'a plus rien à quoi il faut s'accrocher, on s'accroche à n'importe quoi. N'importe quelle voyante vient de me dire aujourd'hui, j'ai eu un contact avec ton fils, ça va te coûter 1000 €, je donnerai les 1000 € pour qu'elle me donne des informations sur mon fils. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien et on doit s'accrocher à tout.
Donc là, l'expérience de la mort rapprochée, le couloir du deuil, etc., mais peut-être que tant que je n'arrête pas d'idéaliser, d'angéliser mon fils Issam, le deuil ne sera pas terminé, que le deuil va se terminer le jour où je lui rendrai sa place parmi les gens ordinaires tous les jours. Un travail. D'une vie sans doute. Vous parlez effectivement de cette expérience de mort rapprochée. Peut-être pour informer le public qui nous écoute de l'issue, 4 assassins, 4 peines, 3 à perpétuité, une de 30 ans. Le procès a eu lieu. Il a eu lieu en 2014. Les 4 assassins, les 3 ont été arrêtés tout de suite, dès que la police fédérale, et c'est grâce au téléphone d'Issam, parce qu'il y a un gars qui a pris le téléphone d'Issam, il l'a offert à son père. On me prend mon fils et on offre le téléphone de mon fils à son père. Et le père en a profité pour appeler son pays d'origine, et c'est comme ça que la police est arrivée. Alors que l'autre, qui avait dirigé les opérations, est parti se ranger à la mer. Cette seconde partie, le fait que le livre a été réédité en août 2020, c'était important pour vous de relater ce procès? Oui, parce que c'est 8 ans après, qu'est-ce qui a changé par rapport à la mort d'Issam? Moi, en ce qui me concerne, je ne pourrai jamais m'arrêter de parler de mon fils, même si je devrais en parler avec mon chat, qui se trouve à la maison, qui a plus que lui qui m'écoute. Je lui parlerai d'Issam. Sincèrement, ça me fait, non pas plaisir, mais j'ai un peu d'espoir quand les gens écoutent ce qui est arrivé à Issam, pour que ça ne se reproduise plus et que chacun de son côté fasse quelque chose comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui. Ça donne de l'espoir. Sinon, la vie continue et un fait divers cache un autre, et puis on oublie, puis on avance. Le Covid-19 est très grave, bien sûr. Mais il y a aussi les autres drames que nous vivons. Donc, les personnes qui ont été condamnées, ils ont été condamnés à perpétuité. Et le plus jeune, parce qu'il avait un casier judiciaire, paraît-il, vierge, mais c'est lui qui a connu le plus. C'était un boxeur. Et c'est lui qui a eu la moindre des peines. Non pas que je suis un fan des peines lourdes. Pour moi, ils peuvent sortir, marcher dans la rue et avoir une vie normale, avoir des enfants, et ce que je leur souhaite, d'avoir des enfants gays. Pour voir ce qu'ils vont faire avec eux. Parce que qu'ils soient en prison, qu'ils soient dans la rue, ça ne changera rien par rapport aux problèmes de la société. Et j'aimerais bien qu'on revienne à ça aussi plus tard dans la discussion. On va débouler sur le côté action, effectivement. Je voudrais juste repasser par une petite phase, parce que vous parlez effectivement très bien de vos racines, de vos valeurs. Je le disais, vous parlez de l'éducation musulmane, du travail de vos parents. J'invite vraiment le public à plonger dans votre livre, parce qu'il n'y a pas que ce récit de l'assassinat et du procès. Il y a l'apprentissage précoce de la lecture que vous avez faite, vous, grâce à la lecture du journal Libération. Je trouve ça merveilleux. Vous parlez de la colonisation, de la résistance aux colonisateurs au Maroc, de la vénération de Mohamed V, du respect du père dans votre éducation, le quartier, les déménagements. C'est très... On est en voyage avec vous, et puis du Maroc à la Belgique, votre enfance et votre adolescence à Casablanca aussi, et puis votre arrivée, l'aide ou pas, reçue en Belgique, parfois de façon surprenante, on pense qu'elle vient des uns, mais en fait elle viendra des autres. L'éducation de vos enfants, tout ça vous en parlez, et puis on revient effectivement aux couleurs du deuil. Mais pour un peu illustrer vos différentes attaches, je voudrais lire un tout petit extrait encore, vous voulez bien? Je suis marocain, marié à une Belge. Le croisement des valeurs à travers les enfants ne peut être que bénéfique. La vie sociale dicte ses lois, l'homme s'adapte, corrige ses principes, défend ses valeurs, s'engage et s'implique. Il est citoyen. Nous avons essayé de donner à nos enfants
une forme de liberté de jugement et de capacité de discernement qui renforce leur esprit critique. Ils ont appris à différencier le divin de l'humain. Forts de leurs racines, ils ont vécu et vivent une fratrie inconditionnelle. Même si chacun a son parcours singulier, tous les 5 partagent l'amour que nous avons reçu, que nous avons transmis. Seule la voie de l'amour authentique pourra nous aider à vivre et à cohabiter en harmonie. Nos 5 enfants ont été éduqués de la même manière, avec les valeurs des 2 cultures, afin qu'ils soient ouverts au monde. L'honnêteté, la tolérance, le respect d'autrui, l'amour de la justice et surtout l'acquisition d'un bon discernement qui leur permet de ne jamais compter sur eux-mêmes, de détester les profiteurs qui abusent du système de l'assistanat. L'amour chez les soufis musulmans reste la clé de toutes les valeurs et de la création. Je pense que ça peut faire le joint maintenant entre tout ce qui est arrivé, tout ce qui vous est arrivé, et le fait que vous avez positivé tout ça avec cet amour en tête dont vous parlez si bien, pour essayer de faire justement bouger les lignes, comme vous disiez, et essayer de construire quelque chose de meilleur. Vous souhaitiez aux assassins de pouvoir être pères, d'avoir à la limite des enfants gays, homosexuels, et de voir comment ils allaient faire. Et pour tout ça, il faut que la société soit prête. Et vous aviez dit, vous avez posé une fois, je pense, la question à Issam, et vous aviez eu une réponse, mais non, je ne suis pas là, je ne suis pas homosexuelle. Et vous aviez été un peu soulagé parce que vous estimiez que la société n'était pas prête d'accueillir cette différence-là. Et donc maintenant, vous travaillez à faire accepter cette différence. Et on peut comme ça peut-être essayer d'enchaîner sur quelque chose de plus positif. En ce qui concerne l'identité culturelle, je sais que mon papa m'avait toujours dit, fais comme les juifs, fais comme les juifs, fais comme les juifs, et ça m'a toujours habité. Pourquoi fais comme les juifs tout le temps? Lui qui vient de la montagne, qui est un berbère. Et puis récemment, j'ai appris que le nom de son village, qui s'appelle Toucha, vient de Joshua. Donc le nom de son village est un nom d'origine, on va dire, hybride, ou juif, tout simplement, et hébraïque. Parce que, on me rappelle bien, sur une porte d'une maison, il y avait l'étoile de David, qui était donc une vieille maison abandonnée dans son village. Il m'avait toujours dit comme ça. Et quand j'étais arrivé en Belgique, en repartant, je commençais à lui parler de la religion. Il me dit, toi, depuis que tu es parti en Belgique, on dirait que tu es parti en Arabie Saoudite, tu reviens avec le prophète Dieu, tu sais, le chanteur tel, ce qu'il a dit, tu sais, tel poète, ce qu'il a dit. Pourquoi tu ne fais pas attention à tous ces poètes-là? Et je sais qu'il aimait les fleurs. C'était un jardinier extraordinaire. Elle me prenait par la main pour aller chercher chez les Français, au marché central de Casablanca, les graines pour planter des fraises. Il y a des choses comme ça qui sont tellement bonnes le matin là, sur la terrasse. Donc, je vivais avec lui et on était pratiquement nous deux. On faisait pratiquement un couple puisqu'on dormait bras dessus, là, quand on se couchait ensemble. Et j'adorais l'odeur de la cigarette là qui fumait tout le temps. C'était un homme très très libre. Donc mon identité est un peu bizarre. Mon père est berbère, quelque chose de juif là-dedans. Ma mère est arabe. Les Arabes écrasent les Berbères à Casablanca. À ce moment-là, il y avait une forme de racisme. J'étais plus du côté de mon père que du côté de ma mère. Une identité qui était composée. Et en arrivant ici, qu'est-ce que je fais? Je refais la même chose que mon père. Lui, il a épousé une Arabe qui n'a rien à voir avec lui. J'épouse une Belge qui n'a rien à voir avec moi, que je rencontre au bureau d'immigration et je lui ai demandé l'heure. C'est tout ce que j'ai fait. Intéressé, mais l'heure. J'ai demandé l'heure. Je vous jure, j'ai demandé l'heure et on est mariés depuis 43 ans. C'est beau. Un petit clin d'œil à Nancy. Oui, voilà, Alia, passe bonjour à maman. Donc, elle est sur mon train. Et voilà, donc là, je refais la même chose que mon père. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de tout ça? Il y a le côté de Nancy, qui est une femme très douce. Moi, je l'appelle Marie. Pourquoi? Parce qu'elle se brûle pour les autres.
Elle est toujours là en train de savoir si vous n'avez pas froid, si vous êtes bien assis, si vous voulez un peu plus de sucre, un peu plus de ça, vous voulez bien manger ça, je peux vous faire ça. Toujours au service de tout le monde. Elle s'efface elle-même. C'est bien que pendant le mois de Ramadan, elle réveille à 2 h du matin tous les enfants pour leur dire vous allez jeûner, la journée est difficile, tiens, prends un jus de pomme, tiens, prends un yaourt, même en lui redressant la tête pour lui faire manger, etc. Et le soir, elle fait la soupe traditionnelle, elle fait les crêpes, elle fait tout, vraiment pour faire sentir les enfants, pour qu'ils ne se sentent pas différents des autres musulmans. Dans les autres maisons, elle leur prépare des tuniques, elle prie avec papa, fait ça, fait ça. Bref, c'est une femme qui est extraordinaire, mais elle a quand même gardé l'accent wallon, parce que de temps en temps, quand elle se fâche, il n'y a que des mots en wallon qui sortent, etc. Mais ça reste extraordinaire, on s'en est d'accord. Oui. Donc, avec sa maman, etc. Mais c'est Nancy, avec son attitude, qui nous a donné l'amour de la Belgique par cette façon de faire. Parce que quand je vais dans les magasins et que je regarde les vieux livres, comme au magasin, au supermarché, il y a des livres sur les villes de Liège, etc. Ben, je regarde les villes de Liège avec une forme de nostalgie. C'était mon Liège en moi quand j'étais arrivé. Alors, je suis quand même un bon citoyen, puisque j'aime la ville de Liège, et c'est vrai, je me sens très bien avec Nancy. C'est très, très intéressant. Donc, vous voyez un petit peu cette identité qui est composite un petit peu du père, de la mère, de Nancy, des enfants, qui aussi entre une culture et puis une autre, les copains de l'école, etc. Bon, et chacun doit se trouver sa place dans tout cela. Mais personne ne viendra dire à l'autre, tiens, voilà, toi tu es comme ça, etc. Et c'est ce que je reproche à l'école. Pour moi, à l'école, si on doit donner un savoir, si ce savoir-là n'arrive pas au savoir-être, pour moi, il sera inutile. Ça ne sert à rien d'apprendre aux enfants des choses qui vont leur permettre, non pas de renforcer des préjugés qu'ils ont, mais à la limite, ils n'ont même plus d'esprit critique. Alors que quand j'arrive dans une école, je dois me dépouiller de toutes mes connaissances et j'arrive pour apprendre des choses, des outils qui vont me permettre de tout filtrer. Vous êtes juif, vous êtes croyant, vous n'êtes pas croyant, etc. Ben nous, on est là pour créer un laboratoire et chacun, selon sa propre expérience, va essayer de filtrer, de voir un petit peu ce qu'il a. Mais il ne faudrait pas qu'on vienne me dire écoute, toi tu es comme ça. Non, il faudrait qu'on fasse de moi quelqu'un de libre qui me permet de m'auto-évaluer. Et c'est comme cela qu'on peut lutter contre l'homophobie. Si moi, dans ma famille, on a toujours été contre l'homophobie, par exemple, et que j'ai des enfants que j'ai lus contre l'homophobie, mon gosse Issa, qui serait homosexuel, lui-même serait homophobe. Oui, donc c'est le rôle de l'école, vous avez raison, c'est le rôle des familles, c'est le rôle d'associations comme la nôtre, hein, c'est vrai que c'est pour ça que vous êtes là aussi, on lutte contre toute forme de discrimination et contre l'homophobie, évidemment y compris. Et on va arriver à toutes vos actions, effectivement, que vous mettez en route depuis lors, parce que vous faites dans les écoles notamment. Je voudrais lire un extrait, si vous permettez encore, par rapport, pour introduire ce combat. Alors, peut-être commencer par le témoignage que nous avons reçu en mai, figurez-vous, à Salm, de Charlotte Louche, qui est une collègue d'une association, les Amis des Aveugles, je pense, et qui est une amie de Talal, le jeune frère d'Issam, qui nous a écrit parce qu'elle n'était pas disponible ce soir, parce qu'elle était à un cours du soir. Et je prends un extrait du mail qu'elle nous envoie au CEREC. Je voudrais que vous puissiez lui dire à quel point son histoire nous touche, à quel point Issam nous manque, à quel point c'était un jeune homme merveilleux et que je ne l'oublierai jamais. Mais aussi à quel point il doit être fier de voir ce combat qu'a mené sa famille pour lui depuis cette triste tragédie. Je pense qu'en tant que papa, et bien sûr en tant que maman aussi, il est bon de savoir son fils toujours aimé et jamais oublié. Alors, si vous pouviez lui transmettre ces quelques mots, merci. Voilà, de Charlotte Louche, une amie de Talal. Merci Charlotte, ça me touche. On voulait vous transmettre ceci.
Alors, je lis dans votre livre aussi, des collègues enseignants de religion islamique m'ont assuré que mon combat était le leur et qu'ils étaient prêts à déclarer une forme de djihad intellectuel pour défendre le principe de la tolérance et le droit à la différence. La guerre contre l'homophobie est déclarée. C'est une guerre menée sur plusieurs fronts. La tolérance zéro et l'encouragement du savoir-vivre, la connaissance de l'autre, de sa culture et leur légitimation dans un partage de valeurs civiques et citoyennes. 3 fronts d'attaque, la pédagogie et l'action dans les écoles en partenariat avec la société civile, l'implication des parents dans le changement des mentalités et l'appareil juridique. Je reviens à la responsabilité des parents, parce que s'il est vrai que nous allons, enfin que je vais dans les écoles, évidemment il y a d'autres associations, loin de là, je ne suis pas le seul, il y a Arc-en-Ciel d'Harmonie, il y a le RI, il y a Rainbow House, il y a en tout cas, partout en Belgique, il y a des associations qui luttent contre l'homophobie et qui font quelque chose. Moi, de mon côté, j'estime que le fait de me rendre dans une école, de faire une action plouf, comme ça, et de partir, cela ne sert strictement à rien. One shot, comme on dit. One shot, voilà, mais en fait, c'est pas un one shot, c'est même pas un shot. Pourquoi? Parce que c'est une balle qui est gaspillée. Vous n'aurez pas votre objectif, vous n'avez rien atteint, vous êtes là pour remplir un trou de 2 heures et vous partez. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des relais au sein d'un même établissement. Et comprendrait pourquoi pas des élèves de l'école primaire, de la 6e année primaire, qu'on puisse les suivre jusqu'à la 6e année secondaire, pour essayer de faire peur des vrais militants contre l'homophobie et contre les discriminations. Et qu'ils soient un petit peu les porte-parole. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 68 ans, mais peut-être dans 2 ans, je ne pourrai plus conduire, rien. On ne sait jamais, vous savez, il faut rester réaliste. Il y a pas mal de problèmes, mais il faudrait que ça ne soit pas quelque chose de personnel, il faudrait que l'acte, le combat, soit un combat de toute une tranche de la société et qu'il soit pris sous la responsabilité des écoles. C'est pour cela que je suis en train de penser à un travail, d'ailleurs j'en ai parlé à une école, je leur ai dit si vous m'invitez une fois, cela ne m'intéresse pas. J'aimerais bien venir avec les mêmes élèves, 1 an sur 2, passer toute une matinée avec ces élèves-là. Ça vous coûte 0 centime parce que vous ne le payez pas. Et vous êtes là, vos professeurs sont là pour faire un travail concret. Et moi ce qui m'intéresse c'est de voir un petit peu plus tard et d'entendre qu'il y a des sites contre l'homophobie, qu'il y a des actions contre l'homophobie à gauche et à droite, et là, à ce moment-là, on pourra dire, ça y est, on a réussi. Mais si on doit rester chez soi pour attendre qu'il y a un accident ou une attaque homophobe pour dire, tiens, on va aller manifester, on va mettre des affiches, etc., c'est mieux que rien. Mais est-ce que ce n'est pas le moment de penser maintenant à faire plus? À inscrire ce combat-là dans le long terme. Dans le long terme et avec un suivi. C'est comme ça aussi qu'on le conçoit au CEREX. Oui. Dans les actions qu'on met dans les écoles, on souhaite que ça soit sur du plus long terme qu'en one shot. Mais tout ça en collaboration, puis vous sillonnez les routes de la Wallonie et de Bruxelles, j'imagine, puisque vous êtes ici à la Louvière de Montpellier. Depuis la sortie de la Louvière, je vous assure, j'ai mis assis dans les rues. Et vous étiez ce matin à Bruxelles, donc bravo à vous et merci. Peut-être en citant toutes vos actions, vous avez aussi un site dont les objectifs sont divers. Je peux citer la participation à la promotion du vivre ensemble, lutter contre toutes les formes de discrimination raciale, homophobe, ethnique, etc. Rapprocher les peuples par le rapprochement des cultures, encourager la pensée libre, responsable, apporter un éclairage différent sur l'islam, susciter la réflexion par la proposition de sujets de débat. Tout ça, vous essayez de le promouvoir. Vous avez un site, mais vous avez d'autres choses, et notamment, oui, je vous laisse. Oui, parce que donc on essaie de s'adapter évidemment, mais je pense qu'il n'y a plus personne qui va ajouter des coudées sur les sites. Je parle en termes de jeunes. Les jeunes, pour moi, les jeunes, c'est plutôt Instagram, machin comme ça, les réseaux sociaux. Mais leur dire, voici le lien, allez voir sur ce site, si c'est pas le professeur qui leur demande ça. À mon avis, peut-être que je suis... enfin bref, c'est l'idée que j'ai. Et je me dis qu'il faudrait plus d'action sur les sites de réseaux sociaux.
Il faut Et vous y travaillez? Malheureusement, je n'ai que 2 mains et la journée, il n'y a que 24 heures. C'est ça mon problème. Et souvent maintenant, quand je rentre à la maison, je suis épuisé, je ne demande qu'à dormir et quand je m'endors, la journée est déjà là et il faut commencer à travailler. Voilà, malheureusement. Mais peut-être qu'avec d'autres jeunes, on arrivera à créer quelque chose, je l'espère. Maintenant, vous m'avez posé la question sur ce qu'on peut faire pour l'islam. Il y a de plus en plus de lumière. Il y a des gens qui disaient que depuis la mort d'Averroès au XIIIe siècle, la dernière lumière du monde musulman s'est éteinte. Peut-être, c'est vrai, parce qu'il y a, à ma connaissance, personne qui a fait le travail d'Averroès, jusque maintenant. Mais de temps en temps, il y a quand même des lumières qu'on voit un petit peu en Irak, au Maroc, en Tunisie, et qui osent dire ce que personne n'osait dire, et qui passent même devant la télévision et qui parlent de toutes sortes de choses, tout en restant musulman. Même en Syrie, quelqu'un pas que je connais personnellement, mais que je suis. Donc, il y a quand même beaucoup d'intellectuels qui aujourd'hui essaient d'avoir un regard, on va dire, structuraliste sur l'islam, ou expérimental, comme disait Harpoun, l'islam, socialisé ou la pratique de l'islam. Ça veut dire qu'on ne part pas du livre, mais on part plutôt de la pratique. Comment est-ce que la pratique peut se conjuguer avec un texte qui date depuis 15 siècles? Comment est-ce qu'on peut adapter un texte qui est ici écrit depuis 15 siècles aujourd'hui? Comment est-ce qu'il faut le lire? Est-ce qu'un jeune étudiant en médecine irait à l'université sur un chameau ou sur un cheval ou sur un âne, ou devra-t-il prendre une voiture ou des choses comme ça? Voilà. Donc si on accepte la technologie, on doit en même temps accepter les idées qui vont avec. Et alors il y a pas mal de voix qui se lèvent dans ce sens-là, pour dire que l'homosexualité, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une maladie génétique, ce n'est pas un problème, et ce n'est pas un choix non plus. C'est une réalité, puisqu'il existe même dans la nature, chez les animaux, il y a plus de 400 espèces animales qui ont des attitudes homosexuelles. Alors qu'on arrête de dire, ah oui, l'homme a fait un choix, il a choisi d'aimer les hommes ou d'aimer les femmes. S'il devait choisir d'aimer, il va choisir l'amour le plus facile. Il ne va pas choisir l'amour le plus difficile qui va lui créer des problèmes. Donc pourquoi va-t-il choisir d'aimer un homme alors qu'il sait très bien que tout le monde serait contre lui? Mais il n'y peut rien. Et c'est ce que je dis aux élèves dans les écoles aux adolescents. Je leur dis, et toi, Paul, quand tu vois une jeune fille, tu flashes pour elle, est-ce que tu as choisi? Il dit non. Ben, je dis, c'est la même chose pour Paul et Jacques, c'est strictement la même chose. Dans toutes vos actions, il y a aussi quand même l'ouverture de refuges ouverts pour personnes LGBT, dont un deuxième qui vient de s'ouvrir ici, je ne me trompe pas? Ailleurs. Oui. Ben, vous savez que à la disparition d'Issam, moi j'avais dit, on m'a dit qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? J'ai dit juste un pavé rose à l'endroit où il a été enlevé. Un petit pavé rose, à l'endroit où il a été enlevé. Puis quelqu'un que je connais bien, qui a connu Issam quand il était tout petit, il avait dit, ben non, pourquoi on ne mettrait pas un monument? Ben oui, ce serait bien pour un monument. Mais il dit, tiens, j'ai quand même quelques amis, je vais leur demander leur avis. Et les amis, ils ont dit, bah tiens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une fondation? Et ces amis-là, c'est le directeur de l'opéra qui vient de décéder, Stéphane Romoson. C'est Daniel Weissman de l'orchestre, c'est Serge Randoni du théâtre, c'est le soin de la culture, Jean-Pierre Lepens, c'est le bourgmestre de Liège aussi. Monsieur de Laval, peut-être? J'y arrive. Thierry de Laval était le président de l'Arc-en-Ciel Wallonie à ce moment-là. Je crois qu'il est maintenant le représentant européen. En Wallonie-Bruxelles. En Wallonie-Bruxelles, voilà. Et lui-même, donc, on a créé cette fondation, Fondation Issam Jarfi, avec des professeurs universitaires dans Edouard Bruel, Bernard Thélier, professeur d'économie, etc. Donc voilà. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé un pavé, et voilà une fondation.
Il y a seulement un oiseau qui lui passait et qui fait que Isan, il y a quand même des gens qui sont touchés par sa mort. Voilà, qui sont touchés par sa mort, qui ont envie de faire quelque chose. Ils ne le font pas pour moi, mais ils le font pour lui, pour Isan. C'est beaucoup plus important, parce qu'ils ne veulent pas que cela se reproduise. Et la fondation est dirigée, telle qu'une grosse entreprise, par des ingénieurs qui sont là au gouvernail pour diriger. Et c'est comme ça que la fondation a eu pas mal d'argent. Elle a donné d'abord de l'argent à des associations, puis elle a dit au lieu de servir en deuxième ligne, on va travailler en première ligne. C'est-à-dire, on va faire nous-mêmes des choses qu'on pourra contrôler. Le premier refuge existe. Il y a pas mal de garçons qui sont passés là et de filles. Et puis alors, le deuxième vient d'être créé, puisqu'on a reçu aussi bien de Christine Montréal, qui est ministre, que de M. Dardenne, ministre aussi, des tranches d'argent pendant 3 années, ce qui va nous permettre de travailler à long terme. Et c'est comme ça qu'on a décidé d'avoir le deuxième refuge. Et c'est quoi le refuge? C'est les garçons qui ont été jetés de chez eux parce qu'ils ont fait leur coming out, parce que leur père a appris qu'ils étaient gays. Alors il les jette dehors. Mais imaginez un gosse qui vient, parce qu'il faut qu'il soit majeur, qui a 18 ans ou 19 ans, qui fait des études supérieures pour la plus grande partie, et qui se trouve dans la rue, sans logement, sans nourriture, sans rien. Où est-ce qu'il va aller? Il va se suicider. C'est une belle action. Quand on est rejeté par son père et par sa mère, ce sont les personnes sur qui on compte le plus. Et quand vous les voyez, ceux qui vous ont mis au monde, vous dites dégage, on ne veut pas de toi, mais est-ce qu'ils vont aller, ces gens-là? S'ils ne tombent pas entre les mains d'un Macron qui va les prostituer pour profiter d'eux, ils vont se suicider, et il y a des suicides. Donc je me dis, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas un refuge à Liège, mais qu'il y en ait ici à la Louvière, à Charleroi, que chaque association fasse ce travail-là, parce que c'est important de faire ce genre de choses. Tout à fait. Et vous avez raison, il faut que ça naisse ailleurs. Oui. Ouais. Voilà, c'est, je pense, une des grandes actions qu'il fallait mettre en avant aujourd'hui. Donc le nom de votre fondation, c'est bien Fondation Ihsane Jarfi Against Homophobie. C'est ça, oui. Pour en fait, elle lutte rechercher contre toutes les formes de discrimination, mais spécialement les discriminations pour les orientations. Tout à fait. Vous ouvrez des dialogues, vous faites des rencontres, on a dit l'éducation en famille dans les écoles, sensibiliser le politique et le grand public, c'est aussi votre objectif et votre souhait. J'ai envie de lire justement un petit extrait de Thierry de Laval pour bientôt terminer parce qu'il reste un quart d'heure, on va essayer d'échanger avec le public. Mais donc Thierry de Laval, qui a été le président de Arc-en-Ciel Wallonie, donc qui est de la fédération de toutes les associations LGBTI, il dit expliquer l'inexplicable pour la sensibilisation, ou du moins comprendre, soulever les questions, celles des processus, ces processus de haine et de peur qui se construisent subrepticement dans l'indifférence, dans l'impensé. L'amour, quel qu'il soit, est richesse, il est rencontre, il est solidarité, il est joie. L'amour est une valeur, une de nos valeurs collectives. Tuer l'amour, c'est renoncer à notre humanité. Voilà, ça fait partie, je pense, aussi de tout votre discours, de porter cet amour pour essayer de sensibiliser la société, les jeunes, les parents, effectivement, à arrêter de discriminer qui que ce soit d'ailleurs, qui que ce soit, pour quel que soit le critère. Je pense aussi qu'il reprenez rendre justice à Ihsane, c'est lui faire recouvrer la multiplicité de ses identités. Il n'est pas homosexuel, que gay, il est fils, il est frère, il est ami, il est croyant, il est collègue, il est voisin. On est multiples, nous sommes tous d'identités multiples, il faut juste le reconnaître, et non pas tellement peut-être cultiver la différence, mais cultiver nos similitudes tout en vivant nos différences. Je vais prendre la chronologie qui m'est présentée. Pina, en tout cas, notre coordinatrice générale du CEREC, a une réflexion. Oui, c'est vrai que ça vient peut-être plus tardivement puisque la question posée sur chat
était à l'initiative, tout au début plutôt de l'échange. C'est Anne qui reflète la question ou... Non, enfin, moi je veux bien. Donc, oui. Pina nous disait, vous disiez, monsieur Hassan, pardon, j'observais mon fils, je remarquais sa gestuelle. S'il ne m'en parle pas, dois-je en parler? C'était un extrait peut-être que je partageais. Et Pina, tu demandes. Aujourd'hui, voilà, vous avez une mission, vous vous êtes donné une mission, c'est celle d'aller à la rencontre des uns et des autres. J'ai entendu aussi dans votre échange que le papa, en tout cas, avait un rôle assez important, notamment dans les freins éventuellement. Quel type de recommandations donneriez-vous et vous avez changé entre-temps aussi par rapport à cette position. Vous parleriez avec votre fils et en même temps, ce sont probablement des recommandations à donner à d'autres pères ou à d'autres membres de la famille qui ont des résistances par rapport à la situation, au fait d'accueillir en tout cas un enfant différent, et plus particulièrement ici sur la question de l'homophobie ou d'une une autre forme de sexualité. Oui, bien sûr, parce que je parle de mon cas personnel. Depuis mon enfance, dans la rue, c'est dans la rue que j'ai appris que pour insulter quelqu'un, on me traitait de pédé. C'était au Maroc. Et en arrivant en Belgique, c'était pareil. Ça ne change pas. Donc, on apprend ça dans la rue, dans la société. Que voulez-vous que mon papa fasse s'il savait ou s'il avait appris que j'étais homosexuel dans une société qui rejette les homosexuels? À part me tabasser, je ne vois pas très bien ce qu'il pourrait faire. Et je serais aussi la risée de tout le quartier. Mon père serait humilié. Mais par contre, si mon père avait eu une formation dans le quartier, dans une maison du quartier, par exemple, où on réunit tout le monde pour leur expliquer qu'est-ce que c'est l'homosexualité. Au moins, si on est 10, il y aura peut-être une personne qui va changer de position. Mais mon papa ne serait pas aussi fragile qu'il ne l'aurait été. Donc, je pense que s'il faut beaucoup de courage à ce papa qui a un enfant gay et à une maman, ben, il faudrait aussi qu'on fasse quelque chose pour que les autres parents, aussi bien dans les églises, dans les mosquées, dans les synagogues, dans les temples, partout, même dans les écoles, dans les réunions des parents d'élèves, pourquoi ne pas les entretenir de ce genre de tabou, de dogme qu'on n'ose pas approcher? Mais laisser le père tout seul dans une société qui est très hostile à son fils et donc à lui, cela vraiment veut dire qu'il faut le jeter en pâture. Hein. Je vais rebondir. Tina, ça va? Oui, merci. Oui. Via écran interposé, intervenant en disant qu'il sait qu'il existe des mosquées inclusives dans certains pays, donc par exemple en France, au Royaume-Uni, dit-il, qui accueillent les personnes homosexuelles et qui militent pour le droit d'être gay et musulman. Et justement, vous venez d'évoquer, c'est dans des lieux pareils qu'il faut soutenir les parents également. Et justement, demande Manu, je prends parole pour toi, excuse-moi. Puis dans Belgique, est-ce que ce genre de structure existe selon vous? D'abord, permettez-moi de vous dire que moi, je suis contre les mosquées inclusives. Je suis pour que toutes les mosquées, le jour de la Gay Pride ou de la marche contre l'homophobie, mettent le drapeau arc-en-ciel Wallonie devant la mosquée pour dire nous sommes solidaires. Et qu'au sein d'une même mosquée, on peut accepter tout le monde. Mais le fait d'isoler les personnes gays dans une mosquée inclusive, est-ce qu'on ne fait pas que renforcer justement cette homophobie? Emmanuel, je te laisse intervenir. Manu? Oui, non, mais je peux intervenir, hein, tout à fait. Oui, moi, je n'ai pas spécialement d'idée. Je sais que ce genre de structure existe. Voilà, moi, je voulais savoir ce qu'il en était, en Belgique. Et avoir forcément votre avis là-dessus, vous venez de le donner. Mais je sais que ça existe. Je suis en contact avec une des personnes responsables, une des mosquées inclusives en France,
qui est venu ici plusieurs fois. Si vous connaissez la personne, c'est la personne qui s'est mariée avec l'État en Afrique du Sud qui est revenu. Il vient de faire un doctorat justement sur l'homosexualité en islam. Donc c'est bien. Mais le problème, c'est en vivant dans une mosquée inclusive, on s'isole. Alors que le but justement, c'est que la société, il faut travailler la société de l'intérieur. On travaille avec l'inclusion, mais on ne travaille pas avec une forme d'inclusion discriminatoire. Oui, n'est-ce pas peut-être un point intermédiaire, comme parfois on travaille sur les quotas ou sur l'anonymisation de CV, etc. On pourrait peut-être se dire que c'est une transition à adopter en attendant qu'il y ait plus d'ouverture. Il est vrai que, pour revenir aux mosquées inclusives, elles ne se limitent pas à réunir des personnes gays, garçons, filles. Non, il y a autre chose, c'est que la femme devient imam, etc. etc. Donc c'est tout un changement de la structure. On a dit qu'il ne serait pas acceptable facilement. Ouais, c'est pareil. Mais pourquoi pas? C'est pas que dans l'islam, dans d'autres religions, il faudrait faire les mêmes démarches. Je vais me permettre, Patricia Ordeneyer se demander, c'est vrai que je ne l'ai pas cité, on n'a pas eu l'occasion, mais se demander quel âge Issam avait quand il était assassiné. 30. Presque l'âge de Jésus-Christ. 32 ans, Patricia. Voilà. Alors Andrea, je ne sais pas si tu veux intervenir ou si... Donc là, on va reprendre et c'est... Je ne sais pas si tu prends parole ou je prends parole, Andrea. Alors moi, j'avais une question à poser, monsieur. À un certain moment, vous avez parlé de l'invisible, de ce qu'on ne voyait pas. Et je voulais vous demander si, lors de l'écriture de ce récit, cet invisible vous a accompagné dans les couloirs de ce récit. Ça s'est passé pendant le mois du Ramadan. On allait faire les prières nocturnes à la mosquée et on rentrait à la maison. Et puis alors, il faut rester un petit peu jusqu'à l'aube pour prendre le repas. On appelle ça le suhour, pour s'endormir. Et quand j'arrive, je me dis, ben, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Et j'ai commencé à écrire. Mais je commençais à parler de mon père. J'ai commencé à écrire sur mon père. À un certain moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est ton fils que tu as perdu et tu parles de ton père. C'est parce que moi, mon père et mon fils, on ne faisait qu'une seule personne. J'espère que vous n'allez pas chercher à comprendre parce que vous ne comprendrez rien. C'est-à-dire que mon père m'a passé un amour que je ne peux pas vous décrire, fusionnel. Je viens de vous dire, je dormais avec lui, il fumait la cigarette, mais j'adorais cette puanteur de cigarette parce que je l'adorais. Et il m'a appris à aimer les fleurs, il m'a appris à être poète. Et il m'a appris à être un petit peu, allez, excusez le terme, à me foutre de tout, de dire que rien n'est grave, ce qui est important c'est la famille. Et c'est ce que il m'a semblé, j'ai essayé de vivre avec Issam d'une certaine manière, parce que mon père lui-même m'avait dit, laisse-moi mon fils Issam, je vais l'éduquer et je te le rendrai. Mais mon épouse avait refusé et lui a dit, tu sais bien qu'il n'y a aucune maman qui accepterait de se séparer de son fils, mais il aurait souhaité le garder. Et peut-être, Issam, pour moi, c'était cette question qui vous pose à vous questionner. Qui êtes-vous? N'êtes-vous pas homosexuel aussi? N'avez-vous pas des attirances? Qui êtes-vous en réalité? Êtes-vous réellement musulman, arabe, juif, berbère? Qu'est-ce que vous êtes? Je crois que c'est un petit peu ça. Je crois que le questionnement d'Issam n'est pas fini et je le remercie beaucoup, non pas parce qu'il est mort, mais je le remercie parce qu'il a vécu comme il aurait souhaité. Merci. Je vous en prie, vous voulez que je lise votre question? Oui, vous pouvez lire. Donc, c'est Sia. Oui, Sia. Sia se demande qu'est-ce qui vous donne la force de continuer ce combat et de vivre avec ce fardeau. J'imagine que vous faites tout votre possible pour faire en sorte que ce qui s'est passé à votre fils ne se reproduise plus, on a bien compris. Mais comment on peut avoir encore envie de vivre après avoir vécu un choc pareil?
avoir encore la force de se lever le matin, de sortir, de rencontrer du monde, etc. Je pense qu'on a compris un peu au fil justement de cet entretien. Et peut-être redire votre force. Merci Siam. Siam, je vais te tutoyer. Tu sais, est-ce qu'on fait un effort pour aimer ses enfants? Je ne pense pas. Je ne fais aucun effort. Je suis triste quand je vais me recueillir sur sa tombe. Parce que je me dis, allez, est-ce qu'il est réellement là? Quand je lis un peu le Coran et que ça me... Mais c'est moi que ça calme. Parce que je suis né musulman. Si j'étais chrétien, j'aurais lu la Bible, j'aurais fait autre chose. Mais sinon, l'amour, ça n'a pas un début, ça n'a pas une fin. Il y a une absence. Et c'est douloureux. C'est vrai, c'est triste, sinon. Mais je ne fais aucun effort, tu sais. Merci. Merci Hassan. Anne Costa, ici présente, se demande quels sont les apprentissages les plus marquants dont vous pouvez témoigner suite à ce vécu éprouvant et au processus de deuil qui a suivi. Les apprentissages les plus marquants. L'apprentissage le plus marquant, c'est que on commence à devenir... Anne, c'est moi? Oui, bonjour. On commence à se professionnaliser et c'est inquiétant. Parce qu'on se dit, tiens, je commence à faire ça de manière un peu plus professionnelle, où se trouve la part du père, de l'enfant, etc. Puisque je cherche sur l'homosexualité, les racines de l'homosexualité, j'apprends plus, etc. Je suis en train d'écrire un roman sur le fou du village, qui est gay, mais en même temps c'est le plus sage, etc. Mais c'est inquiétant, parce qu'on en fait son métier. C'est comme si on dit à quelqu'un, c'est quoi ton métier? Ben, je suis papa. Non, vous voyez, c'est ça qui m'inquiète. Mais en même temps, c'est important, parce que à force de labourer, on devient donc laboureur. Maintenant, je connais beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur mes racines. On a parlé des djinns, il y a le culte des saints au Maroc. Et il y a un saint qui accepte les enfants dont les parents ne veulent plus, parce qu'ils sont toxicomanes, etc. Il s'appelle Bouya Omar. Bouya Omar, les parents donnent 150 € par mois, et on prend les enfants, on va les enchaîner, on leur donne du pain et du thé quand les parents ne sont pas là, mais quand les parents arrivent, on va les nettoyer, les habiller, etc. pour leur dire, ah, ils mangent très bien, il n'y a aucun souci, etc. Vous voyez? Et juste en face, il y a une clinique psychiatrique qui refuse. Les gens ne veulent pas aller là. Alors il y a un ministre de la Santé qui a dit, moi je ferme Bouya Omar. Il a fermé Bouya Omar, mais n'empêche qu'il y avait quand même une activité clandestine. C'est pas ça le but. À côté de Bouya Omar, il y a son frère, qui s'appelle Sidi Ahmed, dans la région de Marrakech. Sidi Ahmed, qu'est-ce qu'il a comme miracle? C'est vous entrez homme et vous sortez femme. Vous entrez femme et vous sortez homme. Et les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, je suis allé rendre visite à Sidi Ahmed, il m'a transformé. Vous voyez? Et ça, je l'ai appris, parce que je fais des études. Or, dans le passé, je ne savais pas. Autrement dit, les gens, ils trouvent des solutions pour se faire accepter dans la société. Si moi, je suis homosexuel, c'est parce que j'ai visité Sidi Ahmed et personne ne trouve rien à dire sur Sidi Ahmed. Ou je suis allé visiter le saint d'Orsidi à Marouche, près de Meknes, et là j'ai été touché, je suis transformé. On fait ce qu'on peut, parce qu'on est dans une culture qui sacralise tout ce qui vient de la religion, de la para-religion, etc. Donc les étapes, c'est ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de me professionnaliser, et cela m'inquiète beaucoup, mais en même temps, je trouve que c'est indispensable, parce que quand je vais dans des écoles, au départ, je me centrais sur les sentiments. Et quand je sors, j'ai parlé de mes sentiments de la perte d'un fils. Mais est-ce que j'ai atteint mon objectif? Je ne pense pas. Si, ébranler les enfants sentimentalement. Mais est-ce que j'ai réussi à les convaincre? Je ne pense pas. Maintenant, il faut arriver à toucher l'objectif. C'est que cet enfant-là, quand il aura un fils, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va entendre qu'il y a un homosexuel dans la classe, quelle serait sa réaction? Je n'ai aucun contrôle. Je viens de vous dire que j'aimerais bien travailler à long terme avec un suivi sur une école. Voilà une des étapes à laquelle je viens de parler. Vous voyez? Voilà, je ne sais pas
pas si je vous ai répondu. Mais tout au long de la conférence, vous nous avez répondu. C'était plutôt une question en guise de conclusion. Je vais dire quels sont les éléments les plus marquants ou les apprentissages les plus importants. Le plus marquant, dans une école, il y avait un clash avec un élève. C'était une école catholique où tous les élèves étaient musulmans. Et à Bruxelles. À Bruxelles, oui, à Bruxelles. Et alors, ce jour-là, moi je présente toujours une vidéo parce que j'aime bien le cinéma et je reparle de la Vespa. Parce que Issam était amoureux de Pasolini, un réalisateur italien qui est mort de la même manière qu'Issam, assassiné. Pasolini, il a un film avec une Vespa. Et Issam, il a une photo avec une Vespa rouge, la même chose que dans le film, avec une cigarette et son copain derrière qui fait comme ça. J'ai la photo dans mon bureau. C'est pour ça que j'ai parlé de la Vespa, c'était pas comme ça. Et je ne sais pas ce que je vous disais, je sais plus pourquoi je vous parle de ça. Ça n'appréciait pas ça. La colère de cet enfant qui était seul dans une classe. Ah oui, merci. Merci. Et donc, je montrais toujours ce film-là, mais à l'école, il n'y avait pas pour montrer ce film. Donc, ils ont mis des photos, une vidéo de la Gay Pride. Et en voyant les photos de la Gay Pride, il y a un garçon qui a fait comme ça. Un autre vient à côté de lui, il a dit, monsieur, moi, je ne regarde pas ça. J'ai dit, oui, tu peux ne pas le regarder, personne ne t'oblige. Et alors, il y avait un noyau de 3 gars qui s'était constitué, alors qu'il y a des autres élèves qui étaient un petit peu dispersés à gauche et à droite. Et alors, il y a un garçon qui faisait semblant de dormir au fond de la classe. Il a dit, vous savez, monsieur, moi, j'ai rien contre les homosexuels, chacun fait ce qu'il veut, ils sont tous mes amis. Le gars qui était en train de dormir, il a dit la parole la plus sage. Et le gars qui était là devant, il a dit, je lui ai dit, écoute, tu préfères que ton frère aille dealer? Il a dit, oui, je préfère qu'il aille dealer, qu'il soit en prison que d'être homosexuel. Et tu sais, quand il dit, ils vendent la drogue, il va tuer des personnes. Il a dit, je m'en fous, je préfère comme ça. Et quand j'étais parti, ils sont allés trouver la directrice pour lui dire, on ne veut pas ce genre de thème à l'école. La directrice m'a contacté pour me dire, vous êtes venu 2 heures, maintenant vous allez venir toute une matinée avec les élèves. Cornelia voudrait savoir, tu me dis si je te répète bien, ce qui a changé en l'homme, dans le père, qu'est Hassan, de avant à après tout cet événement. Tout. Je n'ai plus rien à voir avec Hassan. Je pense. Je suis un homme libre. Je suis un homme libre. Oui. Je me suis débarrassé de tous mes tabous, de tous mes attaches, de tous mes liens. Je me sens plus marocain, je me sens plus musulman de la manière dont je suis maintenant, mais en étant libre, parce que j'ai la capacité d'aller discuter, alors qu'auparavant, c'est non, il ne faut pas discuter de ça, c'est gênant, tu te rends compte ce que les gens vont dire, etc. Maintenant, je discute avec des imams de mosquées, mais vraiment le flash, etc. Oh, pourquoi? Parce que mon fils a été tué, j'ai payé cher pour ça. Et eux, ils ne peuvent pas dire ça. Mais je leur dis, ne soyez pas compatissants avec moi, c'est pas parce que mon fils est mort que vous allez dire oh, mesquine, le pauvre, il a perdu. Non, non, je ne veux pas de ça, je veux des textes. Sortez vos textes. Et vos textes, ils sont polysémiques, ils ont plusieurs sens. Vous pouvez le lire, vous n'allez pas le lire maintenant comme vous l'avez lu il y a 14 siècles. On ne comprend pas de la même manière. Aujourd'hui, on est beaucoup plus performant dans la compréhension des choses. On a plus de moyens pour analyser des choses, ce qu'on n'avait pas dans le passé. Dans le passé, c'était la parole d'un homme. Les gens, pour vendre, je t'ai donné ma parole. Tu veux te marier, je te donne ma fille. Le mariage a déjà eu lieu, je te donne ma fille. Le mariage a déjà eu lieu. C'est terminé. Ma fille n'est même pas au courant, mais elle est déjà mariée. Voilà. Aujourd'hui, il faut passer par, on demande la fille, est-ce qu'elle est d'accord, est-ce qu'elle n'est pas d'accord, on voit la fille, on voit le garçon, est-ce qu'ils s'entendent, etc. Et s'il ne veut pas, il ne veut pas. Alors que dans le passé, j'ai un cousin, ça va, je lui donne ma fille, ça va. La parole d'un homme était beaucoup plus importante. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. On doit passer par toute une série qui vont dans le sens du droit humain, de la liberté, de la reconnaissance de l'individu.
situation de la femme dans le passé n'est pas la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'ose plus parler de femme et homme, un être humain, c'est tout. Ils sont tous les deux égaux sur tous les points de vue. Il n'y a pas la femme dans la cave, dans la cuisine, l'homme. Non, c'est fini. C'est dépassé. En tout cas, Hassan aujourd'hui n'a rien à voir avec. Voilà, moi étant maman d'un petit garçon qui s'appelle Samir, donc étant marocain, papa marocain, c'est vrai que nous sommes en Belgique et ma hantise, c'est ça. Si malheureusement ou heureusement, enfin voilà, chacun se dirige vers qui il veut. Comment les grands-parents au Maroc, comment le papa va-t-il réagir? Va-t-il réagir comme vous maintenant ou comme vous avant et rejeter leur fils ou leur petit enfant? C'est ma crainte aussi que j'ai, parce que dans la vie qu'on vit maintenant, on peut pas dire mon fils va épouser une fille ou mon fils va se diriger vers un garçon. Je vous parle des fautes que j'ai faites dans le passé et que je regrette. C'est de ne pas avoir pris mon fils dans mes bras pour lui dire je sais que tu es gay, mais moi avec toi on ira loin et on s'en fout des autres. Vous savez, ça me torture tout ça. Je me doute. Franchement. C'est une faute que j'ai faite. Maintenant, s'il était là, je le ferais. Je vous assure, il me manque. Et ce que je lui aurais dit, au Maroc, tu fais comme de rien. Comme ça, on va un petit mois, 3 semaines pendant les vacances, tu ne provoques personne, tu fais comme tout le monde, tu vois. Et on essaie d'aller plus ailleurs, tout seul, on dit bonjour à la famille, puis on se dit. Ma fille a épousé un Sicilien. Mais j'ai le clan des Siciliens chez moi. J'ai 3 petits-enfants, ils sont adorables. Mais je vous assure, et si vous voyez Tino, Nono, il est comme moi, physiquement. Et le jour du mariage, on a mis la même cravate et la même chemise. Oh, trop chaud. Les enfants. Quand on voit la photo, on se dit, mais vous êtes mis ensemble? Non, on est comme ça. Et quand on est là, que tout le monde est là, moi et Tino, on n'arrête pas de parler. C'est pendant des heures et des heures, des heures et des heures, des heures et des heures. C'est comme 2 frères. C'est tellement agréable. Et ma fille Ariane, elle me regarde, donc elle me suit. Elle sait très bien que je parle de Safia, de Louisa, de Jade. C'est 3 stars. Je vous assure, c'est 3 stars. Voilà, peut-être au Maroc, il faudra encore plus de temps pour faire quand même bouger les lignes. Mais ça bouge parce qu'il y a des acteurs, des comédiens qui sont gays. Le seul problème, c'est l'article 489 du Code pénal qui criminalise l'homosexualité. Mais je pense qu'il y a déjà des débats au sein du Parlement pour essayer de décriminaliser tout ça. Je crois que le monde est en train de bouger. Et si la loi bouge et que nos mentalités ne bougent pas, c'est catastrophique ça. C'est pas seulement l'école qui va bouger, ni la loi, comme j'en ai parlé, mais c'est les mentalités qui doivent bouger. Et les mentalités, il faut aller à l'intérieur pour les déminer. On arrive au bout de cette heure et demie de rencontre. Je voudrais terminer par des outils que nous avons. On a parlé de l'expo Mosaïque, je vais y revenir parce qu'on va terminer par là. Mais je pense aussi à vous écouter, parce que vous avez parlé de Pasolini et voilà, on est sur les outils aussi. Il y a un spectacle d'une petite compagnie, c'est le nom de la troupe de théâtre, une petite compagnie qui a déménagé de la Louvière en province de Namur, mais qui met pour le moment sur pied, qu'il a déjà joué puis en arrêt avec le Covid, le spectacle Homme-Femme. Alors j'aurais voulu tricher et aller voir je crois que c'est une auteure qui a écrit cette pièce et qui est une pièce qui sensibilise à l'homosexualité aussi, à l'acceptation de l'homosexualité. C'est une pièce très touchante, c'est Emmanuel Guillaume qui la joue. Donc c'est un spectacle qui s'appelle Homme-Femme et ça peut être aussi une invitation à le jouer dans une école ou en invitant les écoles au théâtre, etc. C'est un autre moyen. Et donc nous avons un autre outil, voilà, pas forcément pour travailler l'homophobie, mais pour travailler l'ouverture aux cultures. Et Dieu sait que la communauté musulmane regorge de toutes les diversités comme n'importe quelle autre communauté, bien sûr. On est ici aussi pour ça. Et donc l'expo Mosaïque, j'ai cité les 3 photographes tout à l'heure, Viviane Stevens, Bénédicte Thomas et Véronique Bercheva. Véronique est là avec nous et j'ai vu Bénédicte ou Viviane, les deux sont là.
Peut-être faire un petit coucou. Ça c'est bien. J'ai trouvé cette conférence vraiment très intéressante et ouverte sur un sujet qui est parfois difficile à parler, notamment en public ou en famille. Et je salue le courage de notre orateur ce soir. Donc, merci à Sainte-Gerfie pour ce beau témoignage. Merci Bénédicte. Et donc cette exposition est encore visible jusque samedi avec un dévernissage. Vous en doutez, on ne boit rien, on ne mange rien, mais on peut voir les photographes encore samedi en fait. Donc toute cette semaine c'est ouvert de 8h30 à 18h30, c'est à Centrissime, la maison du tourisme du Pays du Centre, à la Louvière Place Mansart. Donc toute la journée c'est ouvert et samedi il y a encore un moyen de rencontrer les photographes. Samedi les photographes seront là de 14 à 18h. De 14 à 18h les photographes sont là, les 3 photographes que j'ai cités. Voilà, il y a encore deux animations qui cadrent dans ce projet initié par l'exposition et le livre aussi, hein, Mosaïque de Visu, qui est là. Voilà. Il y a demain après-midi une conférence sur les outils pédagogiques. Il y a moyen d'avoir les liens en contactant, n'est-ce pas, Paquisé? Voilà, ça c'est demain après-midi. Et ensuite, un cybercafé jeudi soir à 19h, organisé par Picard Hilaï, qui est un de nos partenaires, mais je vous invite à aller voir toute la liste de nos partenaires sur notre site également. Et le thème du cybercafé à 19h ce jeudi soir, le 25 février, c'est « Pourquoi faut-il privilégier l'interculturalité ?» Voilà, ainsi se termine notre rencontre de ce soir. À Sainte-Gerfie, un tout grand merci, on vous l'a déjà dit, mais je vous le redis, d'être venu de Bruxelles, puis Liège, et puis de la Louvière pour tourner à Liège, de sillonner cette Wallonie pour sensibiliser à cette thématique. Vraiment, nous sommes très touchés que vous soyez venus jusqu'à nous. Vous ne serez pas plus que moi, parce que c'est moi qui suis très touché, parce que je suis venu pour parler de ça, mais c'est un grand honneur que vous faites à Issam. Que de pouvoir reparler de tout cela, actualiser, lutter contre l'oubli, et j'espère qu'on pourra faire des choses ensemble. On va mettre ça en route, lui, les contacts sont pris, n'est-ce pas? Mais je suis notre directrice, elle est présente, il vient de faire le pouce, Pina est là aussi, l'équipe est là, oui, on prendra contact et on vous collaboration. C'est les pouces de tout le monde. Merci tout le monde, merci, namasté, dans tous les langues. Merci.